Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il est 18h45, je viens de sortir du travail. Il fait nuit, donc j'ai mis un parapluie avec de la lumière artificielle. J'espère que la lumière sera quand même pas trop mal. Je ne voulais plus attendre pour vous tourner un book haul, puisque les livres s'accumulent et j'ai envie enfin de les ranger dans des bibliothèques. Donc je me suis dit, c'est ce soir ou jamais tu tournes ce book haul. Je suis désolée, Jason n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Il est là, mais il fait autre chose, et puis de toute façon, il n'aurait pas forcément eu beaucoup de choses à dire pendant ce book haul. Je suis désolée pour celles et ceux qui attendaient peut-être une autre vidéo en duo. Il y en aura d'autres, mais pas aujourd'hui. J'espère quand même que vous allez rester jusqu'au bout, parce que je pense que j'ai pas mal de livres super à vous présenter. Et je vais commencer tout de suite par la littérature imaginaire, parce que Jason souhaiterait aller lire, et il est en train de lire un livre que je vais vous présenter, donc je vais vous le présenter vite pour pouvoir lui rendre, pour qu'il puisse reprendre sa lecture. J'ai oublié de vous dire, cette vidéo c'est n'importe quoi, que je dois avoir une grosse vingtaine de livres à vous présenter, 27 si j'ai bien compté. C'est possible que j'en ai oublié un ou deux. 27 livres depuis octobre je crois. Ce sont des livres qui sont arrivés à la maison depuis mi-octobre environ. Donc il y a quand même eu mon anniversaire, il y a eu Noël, et puis il y a eu des achats sur Vinted d'occasion, des achats en librairie, des cadeaux, des services presse, voilà. Et c'est parti, on commence par l'imaginaire. Vendredi soir dernier à la médiathèque, nous avions organisé une rencontre avec David Brie qui était super intéressante d'ailleurs, on a beaucoup discuté, c'était une soirée super sympa. Et à la fin de cette rencontre, David Brie était là pour signer quelques livres, donc on en a profité avec Jason pour lui en prendre deux. Et le libraire qui était là avait également prévu quelques exemplaires des livres qui sont proposés au prix imaginal des bibliothécaires, qui est un prix qu'on organise aussi à la bibliothèque. Bref, à David Brie, nous avons pris avec Jason deux titres, Que passe l'hiver aux éditions Pocket et également aux éditions Pocket La princesse au visage de nuit. J'ai lu les deux, j'ai aimé les deux, surtout Que passe l'hiver qui a ma préférence, c'est je pense le meilleur livre de David Brie que j'ai lu pour le moment. Et donc Jason est en train de lire Que passe l'hiver, je crois qu'il a commencé hier et il a déjà lu un bon tiers et il me dit qu'il aime beaucoup lui aussi. Il lit vite, donc a priori c'est plutôt bon signe. Que passe l'hiver, c'est de la fantasy, c'est un one shot, c'est bon à savoir. Ça se passe dans un univers un peu nordique, un peu celtique, en tout cas c'est dans un univers qui est enneigé. C'est considéré comme une sorte de huis clos, puisque même si ça se passe dans des espaces dégagés, des espaces ouverts, en pleine nature, on est quand même sur une montagne, le Weg, et on va rester plutôt aux environs de cet emplacement-là, donc c'est pour ça que c'est plutôt considéré comme un huis clos. On va suivre un jeune héros qui s'appelle Stig, qui a la particularité d'être né avec un pied beau, donc un handicap, mais qu'il a réussi à accepter au fil des années, et c'est devenu presque, pas une force, mais en tout cas il a réussi à grandir avec ça, à évoluer avec ça, malgré le désintérêt que peut lui porter son père. En revanche, il a une très belle relation avec son frère aîné, avec qui il s'entend très bien. Donc Stig, pour la première fois, va participer au solstice d'hiver sur la montagne du Weg, en présence des autres clans qui existe dans ce monde-là. Tous les ans, au solstice d'hiver, les 4 clans se réunissent pour renouveler leur serment au roi de l'hiver, qui est un roi cornu, d'où le côté un peu celtique, un peu nordique. Et en fait, cette année-là, il va y avoir plein d'éléments dramatiques qui vont se passer, beaucoup de morts autour de Stig. Au début, on croit que c'est des accidents, et en fait, c'est possiblement des meurtres, donc bref, il y a des complots dans ces clans, il y a quelque chose qui se passe et Stig semble être au milieu de tout ça et va être plus ou moins le seul à prendre conscience de l'ampleur du truc, va essayer de comprendre et de régler ça. Bon, régler, c'est un bien grand mot. J'ai adoré l'ambiance, l'univers, côté enneigé, très feutré, et en même temps on a l'impression qu'il se passe des choses sanglantes, dramatiques dans cet univers très doux, j'ai envie de dire, presque, en tout cas très calme, presque silencieux, et ouais, pourtant il se passe des choses atroces. J'ai beaucoup aimé les personnages, enfin surtout Stig, le héros, le personnage principal. C'est vrai que les personnages secondaires sont vraiment secondaires, on a l'impression qu'il y a énormément de potentiel et en fait ils sont très vite éliminés, j'ai envie de dire. Donc au final il y a un côté un peu superficiel pour les personnages secondaires qui est pas forcément dommage parce que ça fonctionne dans ce que David Brie a voulu faire, mais qui peut effectivement être un petit peu frustrant quand on aime les grosses sagas de fantasy qui prennent leur temps et qui développent énormément les personnages et l'univers.
l'univers. Là c'est un one shot, donc il a fallu faire des choix. L'écriture est superbe, je l'ai pas encore dit, hyper immersive, des messages importants, très humains, très humaniste j'ai envie de dire, une belle vision de la vie, des beaux messages, ça parle de destin, de libre arbitre, je ne vous en dis pas plus, en tout cas c'est une super lecture, c'est ma plus belle lecture du mois de janvier, voilà. Aussi de David Brie mais dans un genre différent, La princesse au visage de nuit que j'ai lu l'année dernière puisque il faisait partie du prix Imaginal des bibliothécaires et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, si David Brie s'est retrouvé invité à la médiathèque, c'est parce que pour nos lecteurs de la médiathèque, c'est La princesse au visage de nuit qui avait remporté le prix. Donc La princesse au visage de nuit, je l'ai lu l'année dernière, je l'avais beaucoup aimé, notamment l'univers, encore une fois, très immersif. Là c'est plutôt du polar avec une toute petite pointe de fantastique. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qui montait en puissance, ce côté petit village qui regorge de secrets, c'est orageux, on a la forêt qui est à la fois refuge et en même temps hyper inquiétante. Ça a super bien fonctionné. J'avoue que j'ai eu une petite déception sur le dénouement, tout simplement parce que je pense que je l'ai pas vraiment compris puisque c'est un dénouement, c'est une fin ouverte. Je peux aimer les fins ouvertes, mais là je sais pas, j'ai pas su comment me placer, j'ai pas eu vraiment les réponses à mes questions. Je sais pas vraiment si on est parti sur du fantastique ou si c'était du réaliste vraiment. Le distributeur du chat, je sais pas si vous l'avez entendu mais qui a sauté du siège pour vite aller manger au cas où quelqu'un lui piquerait ses croquettes. Bref, super tension qui monte, super univers, super ambiance, mais dénouement un petit peu décevant pour moi. En tout cas, ça fonctionne. C'est vraiment un page turner. David Brie nous a expliqué qu'il était le premier à être republié dans le nouveau label de Pocket Imaginaire, label qui s'appelle Les Étoiles Montantes de l'Imaginaire, et label qui désire mettre en avant des auteurs imaginaires qui peuvent être assez grand public et qui peuvent permettre à des gens qui disent pas forcément d'imaginaire à la base de se lancer dans des textes qui sont très accessibles, très abordables et qui peuvent parler au plus grand nombre. Et je pense que c'est vraiment le cas avec La princesse au visage de nuit. En tout cas, c'est une lecture page-turner qui fonctionne très bien. Donc je vous le disais, vendredi dernier, à l'occasion de la venue de David Brie, c'était aussi pour nous, à la médiathèque, l'occasion de lancer le prix Imaginal 2022, donc Imaginal des bibliothécaires officiellement, et nous on le retranspose à la médiathèque pour pouvoir le proposer à nos lecteurs qui ne sont pas bibliothécaires, donc on appelle ça le prix des imaginaires. Il y a donc 5 titres qui sont en lice: Florian Soulas, Les oubliés de Lama, Wendy Delorme, Viendra le temps du feu, La machine, le tome 1 de Katia, et je n'ai pas retenu son nom de famille, je suis désolée, et 2 autres que nous avons achetés au libraire à la fin de la rencontre. Ouijigo d'Estelle Faye aux éditions Albin Michel Imaginaire, et le premier tome de la trilogie Capitale du Sud, premier tome qui s'appelle Le sang de la cité, c'est de Guillaume Chamanadjian, c'est aux éditions Aux Forges de Vulcain, et ça fait partie du très grand cycle La Tour de Garde, qui est écrit en collaboration avec Claire Duvivier, qui elle écrit la trilogie Capitale du Nord. J'ai lu depuis vendredi dernier Ouijigo de Estelle Faye, que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis super contente puisque c'est ma première lecture pour la sélection de cette année et c'est une première lecture très enthousiasmante. L'année dernière c'était pas forcément le cas, hein. J'ai eu des lectures un peu en dents de scie et l'année d'avant c'était encore pire. Donc là je suis franchement contente de la sélection, j'avoue. Et cette première lecture je l'ai beaucoup appréciée. Là on est plutôt dans du fantastique, horrifique, historique, tout un programme. On est au XVIIIe siècle, on commence à la fin du XVIIIe siècle, en 1793, sur les côtes bretonnes, alors que des révolutionnaires se dirigent vers une petite île, vers une tour, un manoir, enfin un bâtiment qui est encore plus ou moins sur pied, pour récupérer un marquis. Ils arrivent sur l'île, notamment le capitaine de cette troupe, qui s'appelle Jean, et en fait la marée va se lever et ils vont rester coincés sur ce petit îlot, et donc auprès du marquis. Et le marquis va raconter son histoire à Jean, il va lui raconter ce qui lui est arrivé 40 ans plus tôt, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Nouveau Monde et plus précisément aux alentours de Terre-Neuve, donc plutôt au Canada. On va découvrir que quand il était plus jeune, le marquis a fait naufrage avec une dizaine d'autres personnes. Ils ont tenté pendant plusieurs jours de retrouver la civilisation en longeant les côtes et ensuite en plongeant dans la forêt. Sans trop vous en dévoiler, a priori ils sont quand même pourchassés par une créature
surnaturels, Ouijigo, d'où le titre, qui les déciment petit à petit. Voilà, donc on ne sait pas si c'est l'un d'entre eux qui tue ses camarades petit à petit ou si c'est vraiment une créature qui vient de la forêt, de la mer, de l'extérieur. Mais ça crée une ambiance plutôt glauque, plutôt inquiétante. C'est hyper bien rendu. Là encore une fois, je pense que c'est le côté immersif de l'atmosphère que j'ai préféré. J'ai l'impression que vraiment, en fait, dans mes lectures, ce que je préfère, c'est l'ambiance. Quand je suis complètement immergée dans un récit, je pense que c'est quand même le principal pour que ça me plaise. Si en plus l'intrigue est cool et si les personnages sont hyper attachants, alors là c'est le jackpot. Mais vraiment, pour que ça fonctionne, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est avant tout une atmosphère, un truc immersif. Et là, bah, je l'ai eu. J'y ai cru, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça très inquiétant. En tout cas, moi j'étais avec les naufragés sur l'île et j'avais un peu peur de tout ce qui pouvait se passer. Et j'avais peur d'être déçue par la fin parce que souvent dans ces fins un peu fantastiques, c'est qui tout double. Et là, non, je suis plutôt satisfaite. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'imaginais comme fin, mais on peut pas dire que je sois déçue. Et j'ai l'impression que l'autrice pouvait pas vraiment aller dans une autre direction, donc je trouvais ça plutôt cool. Je sais pas ce que donneront les autres livres, les autres lectures, mais en tout cas je pense qu'il fera partie de mes préférés. Et donc le deuxième livre qu'on a acheté, je vous disais donc c'est le premier tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Je suis en train de le lire, c'est ma lecture actuelle, j'ai dépassé la moitié ce matin au petit déjeuner. Et j'aime aussi beaucoup, dans un genre complètement différent, là c'est de la fantasy. C'est souvent comparé à Gagner la guerre de Jaworski et je comprends pourquoi, parce que là aussi on est dans une cité un peu italienne, un peu renaissance, et la ville prend vraiment beaucoup de place dans l'histoire. C'est vraiment un personnage à part entière et on imagine énormément le personnage principal qui se déplace dans tous les coins et recoins de la ville, qui passe dans des couloirs, on imagine toutes ces maisons un peu tarabiscotées qui sont détruites petit à petit, reconstruites. Le personnage principal qui est un jeune héros qui a été découvert avec sa sœur alors qu'ils étaient enfants, ils étaient enfermés dans une sorte de geôle souterraine. Ils étaient vraiment coupés du monde et ils ont été adoptés par le duc. On les a surnommés depuis ce jour-là les suceurs d'os. On va surtout suivre le jeune garçon puisque sa sœur qui s'appelle Daphné, enfin qui a été baptisée Daphné, on a l'impression qu'elle n'est pas sortie indemne de ses geôles, de ses cachots. Elle est un peu beaucoup folle, donc on la côtoie pas énormément. On va surtout suivre le jeune homme qui s'appelle Nox, enfin c'est son surnom Nox, qui est commis d'épicerie et qui fait des livraisons dans toute la ville. C'est vraiment le prétexte super bien trouvé pour nous raconter un petit peu tout ce qui se passe dans la ville, toutes les couleurs, les odeurs, puisque ça parle beaucoup de bouffe et beaucoup de boissons, puisque à la base Nox livre surtout du vin. Donc il fait sa petite vie, il est livreur, il est content, il connaît beaucoup de monde, il joue au jeu qui s'appelle la tour de garde, d'où le nom de la série, qui est une sorte un peu de jeu d'échecs. Ce ne sont pas du tout les mêmes règles, mais je pense qu'on peut quand même comparer ça à ça, puisqu'il y a des pions qui sont des figures différentes dans ce jeu-là. C'est un jeu de stratégie, et on le comprend assez vite, c'est un petit peu une métaphore des stratégies, des complots qui vont être menés dans la ville. Donc ouais, on découvre Nox qui fait son petit train-train habituel, donc ses petites livraisons, il joue autour de la garde les soirs avec d'autres personnes dans la ville, il fait beau, il fait chaud, enfin bon vous voyez ces cités un petit peu méridionales, italiennes. Et puis il va être détourné de son train-train quotidien pour servir les intérêts du duc, pour entrer un peu plus dans les complots qu'il peut y avoir entre les familles, entre les clans. Pour le moment je trouve ça bien écrit, encore une fois hyper immersif. J'ai eu un peu de mal à me plonger dans les premières pages, dans le premier chapitre, puisqu'on a énormément de personnages qui nous arrivent, énormément d'informations qui nous arrivent, et l'auteur ne prend pas vraiment le lecteur par la main, ce qui est très bien. Moi j'aime pas qu'on me dise tout de A à Z, j'aime bien moi-même devoir rassembler les pièces du puzzle, prendre des éléments un petit peu partout et reconstituer moi-même l'univers et les complots, les enjeux qu'il peut y avoir. Donc là c'est totalement le cas, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez dense, d'assez difficile à appréhender, surtout si on n'est pas habitué à la fantaisie. En tout cas c'est hyper agréable à lire. En revanche, et c'était un petit peu le défaut qu'il y avait aussi chez Jaworski, c'est que les chapitres sont hyper longs, ils font 40-50 pages, contrairement à Ouijigo ou au David Brie qui ont des chapitres hyper courts, on se dit allez encore un, encore un, encore un, encore un, t'as l'impression de lire ça super vite. Là 50 pages pour un chapitre, voilà. Mais bon, c'est un petit détail. Je continue avec de l'imaginaire, avec la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Moi j'ai l'édition
intégrale chez France Loisirs qui est un énorme pavé. C'est donc un achat France Loisirs que j'ai fait au mois de décembre je crois. J'envisageais de le placer dans mon Cold Winter Challenge, ou en tout cas un des tomes, puisque la trilogie est comprise dans cette intégrale. Mais en fait j'ai pas du tout eu le temps de lire un des tomes. Je lirai ça je pense l'année prochaine. Ça sera vraiment mon projet pour le Cold Winter Challenge. C'est une trilogie qui est pas mal passée ces dernières années, qui a belle presse, hein, qui est un beau succès. Je n'en sais pas bien plus, ce n'est que ça se passe plutôt dans un univers enneigé et je pense que c'est plutôt de la réécriture de contes ou de mythologie de folklore russe. Donc ça devrait beaucoup me plaire. Ça a l'air assez immersif dans le sens où c'est plutôt contemplatif, c'est pas forcément bourré d'action. Donc je pense que ceux qui n'ont pas forcément beaucoup apprécié, c'est ceux qui aiment pas forcément quand il y a beaucoup de descriptions ou c'est beaucoup descriptif. Moi c'est le genre de choses qui me plaît énormément, donc voilà, je pense que ça devrait me plaire. Si vous avez lu un des tomes ou la trilogie au complet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je le mets dans ma pile à lire pour le Cold Winter prochain, pour l'hiver prochain. C'est parfaitement de saison je pense. Je termine ce côté un petit peu imaginaire et surtout historique, mais un petit peu imaginaire quand même, avec un livre que je suis hyper contente d'avoir trouvé sur Vinted. Et en même temps je me dis, enfin faut que je vous explique un petit peu l'anecdote. Je vous le montre tout de suite, ça sera plus simple pour en parler après. C'est le tome 3 de La Reine Celte de Manda Scott aux éditions JC Lattès, troisième tome qui s'appelle Le rêve du chien. Et j'ai lu le premier tome qui s'appelait Le rêve de l'aigle je crois. Ouais, Le rêve de l'aigle. Quand j'étais ado, c'était un des premiers livres de fantasy un peu historique que je lisais. Et j'avais adoré. Ça parle de quoi? Ça parle de la vie de Boudica ou Boadicée, la reine celte guerrière que Jean-Laurent Del Socorro a choisi comme héroïne principale de son roman Boudica, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un one-shot qui est peut-être un petit peu superficiel. Quand j'étais ado et que j'avais lu le premier tome de La reine celte de Manda Scott, j'avais adoré ce côté hyper introspectif. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est écrit à la première personne de singulier, ou en tout cas qu'on passe beaucoup de temps, alors pas forcément dans la tête si c'est pas écrit à la première personne du singulier de Boudica, mais en tout cas qu'on est au plus proche d'elle dans son enfance, notamment dans le premier tome. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous avoue que j'ai aucun souvenir maintenant, mais bref, je m'étais toujours dit que je voulais lire la suite. C'est une série en 4 tomes. Je n'ai jamais trouvé la suite. J'ai pour projet de relire cette série du début, et donc je me suis dit dernièrement que j'allais fouiller sur Vinted pour voir si je trouvais la suite en grand format. J'ai trouvé ce troisième tome pas trop cher, dans une boutique dans laquelle j'ai trouvé énormément d'autres livres que je vous présenterai juste après parce que vraiment alors, je me suis lâchée. Et depuis je cherche le tome 2 et le tome 4 et je ne les trouvais pas jusqu'à hier soir où quelqu'un a vendu les tomes 1 à 3 en grand format et le poche offert, le tout pour 10 €, en sachant qu'un tome comme ça c'est généralement vendu 8-10 € puisque ce sont des livres qui sont pas forcément trouvables. Donc là je me suis dit ok, t'as déjà le tome 1 et 3 mais là t'as le lot à 10 € donc rachète le lot. Donc en fait j'ai racheté le lot des 4 livres qui vont arriver très bientôt, je pense la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, et donc je vais me retrouver avec les tomes 1 et 3 en double. Bon c'est pas grave, je les revendrai sur Vinted. Donc si cette série vous tente, je vais bientôt remettre le tome 1 et 3 en vente puisque je vais pas les garder en double, hein. Je ne les mettrai pas à 10 € chacun et donc là je pense que je les mettrai ces tomes là à 5 € pièce en gros. Donc sur cette fameuse boutique sur laquelle il y avait énormément de livres, je me suis fait plaisir et en plus du troisième tome de La Reine Celte, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autres livres et je pense que Jason en avait un ou deux aussi dans le lot. Donc on passe à du polar. J'ai pris Nymphéas Noir de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je n'ai absolument jamais lu Michel Bussy. Je pense que Nymphéas Noir, Nymphéas, je sais jamais comment on le dit, c'est un de ses premiers et un de ses meilleurs. Je connais plus ou moins déjà l'histoire puisque j'ai lu la bande dessinée qui avait été adaptée, que j'avais beaucoup aimé. Je vous avoue que je n'ai plus beaucoup de souvenirs maintenant. Je me suis dit aussi que ça valait le coup d'acheter celui-là puisque c'est le genre d'histoire que ma mère aime beaucoup, ma soeur aussi, donc je me suis dit que j'allais l'acheter, le lire et ensuite je le filerai à ma famille, donc voilà, ça fera pas mal d'euros. Autre titre acheté un petit peu dans la même optique, c'est-à-dire que je vais déjà le lire moi, mais j'envisage ensuite de le prêter, voire de le donner à ma mère et ma soeur, enfin surtout ma soeur à mon avis pour celui-ci. C'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, là aussi aux éditions Pocket. Je n'ai jamais lu Jenny Colgan, mais je sais que c'est une autrice un petit peu feel good qui est très appréciée. Je me dis que pour le printemps ou l'été prochain plutôt, ce sera une lecture détente de plage qui pourra vraiment me plaire. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On passe ensuite aux 6 autres livres que j'ai achetés dans cette boutique et ce qu'ils ont en commun, c'est de la littérature irlandaise bien sûr. J'ai un petit peu
un petit peu craqué. C'est des titres que j'avais repérés sur le blog et l'Instagram de Charlotte Parlotte, dont je vous parle quand même assez régulièrement, ou alors d'autres d'auteurs que j'ai déjà lus. Je commence par un titre de Anna McPartlin qui s'appelle Du côté du bonheur, encore chez Pocket. Décidément Pocket ne m'a pas sponsorisé pour cette vidéo, mais il est quand même pas mal présent, hein. J'ai un autre livre déjà dans ma bibliothèque de Anna McPartlin, mais je ne l'ai pas encore lu, Les derniers jours de Rabbit Eyes, qui est sans doute un de ses plus connus, ou en tout cas un des premiers qu'elle a écrit, et qui est, je pense, plutôt bien apprécié des lecteurs. Là aussi j'ai l'impression que c'est un peu du feel good, mais globalement ça commence assez mal quand même ces histoires, hein. Il me semble qu'on parle de maladie dans Les derniers jours de Rabbit Eyes, d'où le titre d'ailleurs. Là aussi, c'est une héroïne qui quitte son mari abusif et violent, et en plus apparemment le fils aîné, je crois, ouais, de l'héroïne a disparu. Voilà, donc bon, pas non plus hyper léger, et en même temps je pense que ce sont quand même des livres qui font plutôt du bien, ils vont vers le positif, ou en tout cas ils donnent un peu d'espoir. Enfin en tout cas moi je les perçois comme ça, peut-être que là encore je me plante complètement. Si vous avez lu ce livre là, ou du Anna McPartlin en général, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup de les lire, si c'est trop bien, ou au contraire si vous avez été déçu, bref, dites-moi tout en commentaire. Je vous avoue que pour les titres suivants, je suis bien incapable de vous parler vraiment des résumés, puisque globalement je les ai achetés parce que les auteurs m'intéressaient, parce que Charlotte Parlotte avait beaucoup apprécié. Un livre que j'ai vu passer donc chez Charlotte Parlotte, c'est Fallen Fantôme de Michel Forbes aux éditions La Table Ronde, collection La Petite Vermillon. Michel Forbes qui est nord-irlandaise, donc ça se passe à Belfast et il y a pas mal de tensions parce que ça se passe dans les années 60, à la fin des années 60, 1969 exactement, donc vraiment le début de la période qu'on aura appelée les troubles. Si vous avez vu notre vidéo top de l'année 2021, je parle assez longuement de cette période là à la toute fin de la vidéo quand je vous présente un titre que j'ai adoré qui est un documentaire, enfin plutôt une enquête journalistique. C'est une période qui m'intrigue, qui m'interpelle, qui m'intéresse énormément. Celui-ci aussi je l'ai acheté sur les conseils de Charlotte Parlotte, c'est 4 lettres d'amour de Neil Williams. C'est aux éditions Flammarion. J'avoue que je ne sais pas grand chose, si ce n'est que c'est plutôt classé dans le réalisme magique, qui est plutôt un genre qu'on trouve en Amérique du Sud, habituellement, avec Gabriel Garcia Marquez notamment, mais qui est un genre que je trouve hyper intéressant. Effectivement, l'Irlande, ça se prête assez bien à ce réalisme magique, donc je suis assez curieuse de découvrir ça. On nous dit aussi que c'est un superbe roman d'amour, donc à voir. Pour les 3 derniers livres irlandais que j'ai achetés sur Vinted lors de cette commande-là, 2 d'entre eux sont d'auteurs que j'ai déjà lus et que j'avais plutôt apprécié, donc j'avais envie de lire d'autres titres de ces auteurs-là. Alors Colum McCann, que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Je me souviens déjà plus ce que j'ai lu de lui, j'aurais dû réviser avant. Et j'aime vraiment énormément sa façon d'écrire. Je suis très contente d'ajouter un autre titre de Colum McCann dans ma bibliothèque. Là il s'agit du Chant du Coyote et c'est aux éditions 10-18, collection Domaine étranger. On nous dit que c'est un magnifique roman sur l'amour d'un père et de son fils. Donc je pense que ça va être encore une fois très émouvant, que ça va être assez pudique et en même temps très fort. Donc je fais confiance à l'auteur, je pense que ça va être une très très belle lecture. Le deuxième auteur que j'ai déjà lu il y a plusieurs années, j'avoue que je n'ai aucun souvenir, c'était un livre que j'avais emprunté en bibliothèque universitaire quand je travaillais en bibliothèque universitaire à Lyon. On avait un fonds littérature anglaise notamment qui était vraiment très très cool. Bon, surtout des livres en VO. Bon, moi j'ai pas un super niveau d'anglais, donc ça faisait partie des rares livres qu'il y avait en français. Et c'était un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises, et j'avais plutôt apprécié. Donc l'auteur c'est John McGahern. Le titre de ce recueil de nouvelles, à nouveau, c'est Les créatures de la Terre et c'est aux éditions Albin Michel. C'est un auteur du XXe siècle, mais il est entré dans les auteurs classiques. C'est un auteur qui parle vraiment de la campagne irlandaise, du côté très très rude, des traditions. Je pense que la place des femmes pas super, mais bon, en Irlande, dans le XXe siècle, c'était pas ça, c'est pas génial. La religion avait un énorme impact, un énorme poids sur la société. C'est de mieux en mieux, hein. Maintenant, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui s'est beaucoup libéré. John McGahern fait partie de ces auteurs qui parlent de ça. Donc là, c'est à nouveau un recueil de nouvelles. Enfin, dernier livre irlandais, alors pas le dernier de ce que j'ai à vous présenter, mais en tout cas de cette commande, c'est Intime Conviction de Kate O'Riordan aux éditions Joël Losfeld. Je n'ai jamais lu cette autrice, qui est donc irlandaise, qui fait partie des noms que je croise plus ou moins régulièrement. Donc quand j'ai vu que le vendeur, la vendeuse plutôt sur Vinted, proposait ce titre-là, je me suis dit bah allez, c'est l'occasion de l'ajouter à ma bibliothèque. Ça va à nouvelle fois parler de relations amoureuses, et là si j'ai bien compris la 4e de couverture, on va suivre un jeune couple qui part s'installer à Londres, qui s'est rencontré à Dublin, sauf que le fait de partir à Londres, ça va plutôt les séparer, parce qu'elle en fait elle vient de Cork, qui est située au sud de l'Irlande, donc en République d'Irlande, et lui
vient de Belfast, donc d'Irlande du Nord. Donc le couple s'est rencontré lors de leurs études à Dublin, et même s'ils appartiennent à la même île, je pense qu'ils ont une culture qui est assez différente, puisqu'il y a quand même une culture différente si vous venez d'Irlande du Nord et que vous êtes plutôt protestant, et si vous venez d'Irlande du Sud, donc de la République d'Irlande, donc plutôt catholique et républicain irlandais. Et je pense que le fait de s'installer à Londres, ça va un peu remettre en question leur couple. La jeune femme ne va plus se sentir à sa place et ne va peut-être plus comprendre l'homme de qui elle est tombée amoureuse. Voilà, c'est ce que j'ai compris de la 4e de couverture. Si vous l'avez lu par hasard, je suis pas sûre que ce soit un titre très connu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si j'ai rien compris ou si je suis plutôt dans le vrai. Je continue avec de la littérature irlandaise, désolée, hein, c'est un petit peu le leitmotiv maintenant de toutes mes vidéos book haul, avec un autre titre que j'ai acheté sur les conseils de Charlotte Parlotte, décidément, sur Vinted également, mais sur une autre boutique. Il s'agit de Constellation de Sinead Gleeson aux éditions La Table Ronde. Donc encore une fois, sur les conseils de Charlotte Parlotte, j'ai eu envie de lire ce livre qui va parler de l'histoire d'une femme. C'est à moitié autobiographique je crois, à moitié romancé, c'est une forme un petit peu bizarre, et en fait cette femme, elle va nous raconter un petit peu sa vie à travers la maladie, à travers la sexualité, la féminité, la maternité, ce que c'est qu'être une femme en Irlande au 21e siècle. Je suis assez curieuse de découvrir ça. En plus je trouve le livre assez beau. Je passe à des cadeaux qu'on m'a fait, et c'est toujours de la littérature irlandaise. A Girl de Edna O'Brien aux éditions Sabine Westpizer. C'est une de mes amies qui est aussi une de mes collègues actuelles qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire, donc ça remonte à la fin du mois d'octobre. J'ai pas mal de Edna O'Brien dans ma bibliothèque, mais j'en ai encore jamais lu puisque c'est vraiment une autrice, une grande dame de la littérature irlandaise qui a écrit au XXe siècle et qui écrit toujours maintenant, hein, qui est toujours en vie. Mais c'est une autrice qui me fait un peu peur parce que je pense que c'est un style d'écriture qui est assez ardu. Et donc je n'ose pas me lancer dans tous les livres que j'ai d'elle dans ma bibliothèque, et pourtant je commence à en avoir 4 ou 5. Je pense que je commencerai par celui-ci, qui il me semble est peut-être le plus abordable. Alors peut-être que je me plante encore une fois complètement en sachant que la thématique n'est pas du tout facile d'accès, parce que ça se passe au Nigeria en 2014. Je sais pas si vous vous en souvenez, moi ça m'a assez marqué. D'ailleurs je sais pas comment ça a évolué cette histoire. Finalement c'est terrible, mais les premiers mois on en parlait beaucoup et ça avait eu un retentissement international, et j'ai l'impression qu'on a complètement oublié maintenant. Donc en 2014, toutes ces lycéennes qui avaient été enlevées par Boko Haram, Edna O'Brien se glisse dans la peau d'une de ces lycéennes qui a été enlevée et va nous raconter cette histoire. Je pense que ça va être assez terrible, ça va être assez dur, assez violent, assez cru. Ce sera l'occasion de découvrir le style d'Edna O'Brien. Je suis curieuse d'avoir votre avis en commentaire si vous l'avez lu. Un autre titre que Jason m'a offert pour mon anniversaire aussi je crois, Les Lanceurs de Feu de Jeanne Carson aux éditions aussi Sabine Westpizer. Autrice que je ne connaissais absolument pas. Il est sorti là tout récemment. Ça va parler des tensions qu'il peut y avoir en Irlande du Nord. Alors pas du tout pendant les périodes de troubles, non. En 2014 à Belfast, il y a eu des grands feux, un peu des émeutes, et on va nous parler un petit peu de cette mémoire qu'il peut y avoir en Irlande du Nord autour de ce conflit nord-irlandais qui est plus ou moins apaisé on va dire, mais il y a quand même des résurgences d'incidents en Irlande du Nord, et donc on nous raconte un petit peu ce qui s'est passé en 2014. C'est un titre qui a plu je crois, j'en avais pas du tout entendu parler avant que Jason me l'offre, et je pense le lire très bientôt puisqu'il va atterrir dans ma pile à lire pour The Irish Readathon du mois de mars. Je vous fais la vidéo de ma pile à lire pour cette session 2022 très bientôt. En tout cas je le glisse dans cette pile à lire, et comme ça Jason ne pourra plus dire que je ne lis pas les livres qu'il m'offre. Comme il a pu me le signaler l'autre jour, je mets les livres qu'il m'offre dans mes piles à lire mais je ne les lis pas. Donc là je vais essayer de lui donner tort et de lire ce livre. J'en ai plus ou moins fini avec la fiction et j'en ai plus ou moins fini avec l'Irlande. En revanche je vous présente à nouveau un livre que Jason m'a offert cette fois pour Noël et que j'ai mis là aussi dans ma pile à lire du The Irish Readathon. Il s'agit de American Predator de Maureen Callahan aux éditions Sonatine, qui est plutôt sous forme d'enquête un peu journalistique puisque ça va nous parler du tueur en série le plus insoupçonnable des États-Unis. Jason connaît mon goût pour le true crime, j'en mange un peu matin, midi et soir en vidéo, notamment sur YouTube, et donc il m'a choisi ce titre-là qui là aussi est sorti très récemment et a eu plutôt de très bons échos sur les réseaux. Donc je ne le connaissais pas non plus, donc c'est cool, il fait ma veille pour moi, ma veille documentaire. En tout cas il m'intrigue énormément, j'ai hyper envie de le lire là en ce moment. Quasi dernier titre qui parle d'Irlande. On passe par contre du côté des documentaires. Je l'ai reçu ce matin
matin, enfin ce midi, à l'occasion de la dernière opération Masse Critique de Babelio qui mettait en avant des livres de non-fiction. Il s'agit donc de Alternative Ulster de Timothy Héron. Et le sous-titre c'est La scène punk en Irlande du Nord 1976-1983. C'est aux éditions Rive Neuve que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, je vais tout savoir sur la musique punk de la fin des années 70 et du début des années 80 en Irlande du Nord. En fait, c'est pas tant la musique punk qui m'a intriguée que le fait que c'est lié aux codes sociaux et à tout ce qui se passe en Irlande du Nord. Donc encore une fois, le conflit nord-irlandais à ce moment-là. C'est vachement lié à ça. J'espère que ce sera pas trop dur à lire parce que c'est vraiment un titre presque universitaire. J'espère que ça sera assez abordable et pas trop indigeste. Également un titre reçu lors de l'opération Masse Critique précédente, ça m'interpellait vachement, c'est Le marché aux elfes de Christina Rossetti aux éditions Les Belles Lettres. Christina Rossetti, c'est la sœur du peintre Dante Gabriel Rossetti, un des précurseurs du mouvement pré-raphaélite, mouvement pictural et pas que j'adore, c'est mon mouvement préféré. Alors Rossetti, c'est pas le peintre que je préfère. J'ai un petit peu de mal avec ces figures féminines qui ont un visage très carré. En revanche, toutes les thématiques qu'il peut y avoir derrière, toute la réflexion autour des femmes moitié enchanteresses, moitié dangereuses, toutes les thématiques mythologiques, littéraires, poétiques qu'ils peuvent mettre dans leurs tableaux et dans leurs autres œuvres d'art, c'est vraiment un mouvement que j'adore. Donc j'étais hyper curieuse de lire les poèmes de la sœur de Dante Gabriel Rossetti, qui est peut-être un petit peu moins connue et qui pourtant était une jeune femme très talentueuse qui a évolué dans ces cercles d'artistes. Donc j'étais hyper curieuse de découvrir sa plume et un petit peu son histoire. Donc on a Le marché aux elfes, donc qui est son long poème, mais on a aussi un petit peu un portrait d'elle et un portrait de toutes les femmes qui ont tourné autour de Dante Gabriel Rossetti. Donc Lizzie Sidal, une des plus connues. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est un titre qui est très court. Dernier titre complètement documentaire essai que j'ai acheté au mois d'octobre également, lors de la journée de la Fondation au PAL, un parc animalier et d'attractions qu'on aime beaucoup. Moi j'y vais quasiment tous les ans depuis que je suis gamine, c'est un petit peu le rituel qu'on a avec ma famille. Et donc tous les ans au mois d'octobre, il y a la journée de la Fondation, qui est une journée où des dizaines, voire des centaines je pense de bénévoles sont là pour animer. C'est vraiment que la partie zoo qui est ouverte et tout ce que vous achetez, toutes les entrées, toute la restauration, tous les souvenirs que vous achetez sont reversés à des associations en faveur de la défense pour les animaux. On profite de toutes les animations, notamment toutes les explications qu'il peut y avoir. Alors cette année on n'a pas fait les rapaces, alors moi c'est quelque chose qui me passionne, les rapaces. Mon animal totem je pense, enfin moi l'animal dans lequel j'aimerais être réincarnée, c'est la buse. Je trouve magnifique et les rapaces en général, c'est vraiment un truc que j'adore. L'autre animation à laquelle on assiste notamment le jour de cette fondation, c'est le goûter des loups, puisqu'on passe un très long moment à voir les loups qui évoluent dans leur énorme enclos et on a le spécialiste qui nous parle des loups et c'est hyper intéressant. Et l'année dernière on avait parrainé un des loups, notamment avec Jason, tous les deux on avait parrainé. C'est vraiment un super endroit. La partie zoo est magnifique, les animaux je pense sont très bien traités, ils ont des espaces énormes et il y a très souvent des naissances, notamment d'éléphantaux. Il y a quelques années il y avait eu des tigrons, trop beaux, je pense qu'il y en avait 2. Cette année il y a eu des loups, il y a eu plein de louveteaux, il y en a eu 5 ou 6 je crois. Quand on les a vus là au mois d'octobre à la journée de la Fondation, ils avaient 5-6 mois. Bref, lors de cette journée de la Fondation, il y avait notre libraire jeunesse qui était là, donc on est allé lui faire un petit coucou. Je dis notre libraire jeunesse, c'est la libraire jeunesse de la ville de Moulins, Céline de Coïncidence, et on aime bien aller toujours lui faire un petit coucou. Et donc ce jour-là, je lui ai pris un livre qui s'appelle Zoo, un nouveau pacte avec la nature, chez Buchet-Chastel, et c'est de Laurence Paoli. Elle parle de ces zoos, de ces parcs animaliers qui sont là pour préserver, pour réimplanter des espèces. On a peut-être encore parfois une idée fausse de ces anciens zoos qui mettaient les animaux en cage et qui, je pense, ne traitaient vraiment pas bien les animaux qu'ils pouvaient avoir. Maintenant ça évolue énormément et je pense que les parcs animaliers et les zoos font beaucoup pour la préservation de la nature. Et donc cette autrice Laurence Paoli, cette chercheuse, nous parle de ça dans ce très court ouvrage qui me tentait énormément, puisque ce sont des thématiques qui me plaisent, qui me parlent beaucoup. Et d'ailleurs si un jour je dois me reconvertir, qui arrivera certainement dans quelques années je pense, je ne finirai pas en bibliothèque, j'aimerais, c'est mon rêve de gosse, être soigneur animalier ou travailler avec les animaux. En tout cas je ne souhaite plus travailler en service public, je ne souhaite plus être au contact des gens tout le temps, et clairement au quotidien c'est très usant. Même si on rencontre des gens formidables, on est aussi amené à faire beaucoup de social avec un public qui est pas forcément très facile. Ça dépend plus ou moins dans quelle bibliothèque vous êtes, je pense que c'est peut-être un petit peu moins le cas, ou en tout cas de façon assez différente dans des toutes petites bibliothèques de village, mais
mais en tout cas dans des médiathèques un petit peu communautaires d'agglo où vous voyez passer énormément de monde et où vous proposez des choses très variées, notamment beaucoup d'informatique, beaucoup de numérique. Vous faites très peu de littéraire en fait, à part quand vous faites des animations, mais sinon au quotidien vous parlez très peu de littérature avec les gens qui viennent. Moi au quotidien j'ai plus l'impression d'être assistante sociale et guichet numérique. Je ne finirai pas ma vie en faisant du service public, en étant en contact avec le public, c'est pas possible. Donc j'aimerais beaucoup me reconvertir avec les animaux et peut-être que je ferai une formation de soigneur animalier, sait-on jamais. Peut-être que j'irai m'installer en Irlande et que je serai bergère et ce sera très bien. Je termine avec plutôt des trucs graphiques. Je vous présente le 3e tome de l'Odyssée par Luc Ferry, illustré par Clotilde Bruno. Ici, ce 3e tome de l'Odyssée s'appelle La ruse de Pénélope. Moi j'ai l'édition France Loisirs qui est un petit peu avantageuse au niveau du prix. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga, l'Odyssée. J'aime énormément cette façon de raconter la mythologie. En revanche, je suis plus ou moins fan des illustrations. Ça dépend les moments, ça dépend les personnages. Mais en tout cas, c'est une belle façon de découvrir les épisodes de la mythologie. J'espère que j'achèterai des tomes comme ça, des numéros petit à petit. En tout cas, j'ajoute le 3e de l'Odyssée dans ma bibliothèque et je suis bien contente. Je poursuis avec 3 titres jeunesse que j'ai achetés à la librairie Coïncidence, donc la librairie jeunesse de la ville de Moulins. J'ai acheté Lulu, l'agneau qui n'en faisait qu'à sa tête de Sylvain Victor aux éditions Thierry Magnier, qui est en fait le 3e tome d'une petite série qui mettait en avant Michel le mouton qui n'avait pas de chance et Brigitte la brebis qui n'avait peur de rien, qui sont 2 petits albums que je trouve hyper drôles et qu'il faudrait que j'achète un jour. Cet automne, j'ai aussi acheté La petite sorcière et la forêt noire de Chiaki Okada et Mutsumi Ishii aux éditions Seuil Jeunesse, qui je trouve allait parfaitement avec le côté automnal et Halloween. C'est de la littérature jeunesse japonaise, donc c'est un style assez particulier dans le dessin, en même temps doux et parfois un peu sombre aussi. C'est une petite histoire que j'ai trouvée super mignonne, donc j'avais envie de l'ajouter à ma bibliothèque. Enfin, dernier titre jeunesse qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai feuilleté à la librairie, donc je me suis dit il me le faut absolument. Moi j'aime beaucoup les livres qui sont drôles. C'est Dans la forêt sombre et profonde de Delphine Bournet, et là c'est aux éditions L'école des loisirs. Ça parle d'une maman loup qui raconte une histoire à ses enfants qui ne veulent absolument pas dormir, et je pense que tous les parents pourront se reconnaître là-dedans. Je ne suis pas maman moi-même, mais je pense qu'un jour ça m'arrivera et c'est très drôle. Enfin, dernier achat qui sont arrivés ce midi et c'était un petit peu le bonheur de ma journée. Il s'agit de 2 titres qui vous inspireront pas forcément, je pense, qui vous intéresseront pas forcément. Nous, en tout cas, on est super contents de les avoir. C'est Kerry Way et Dingle Way, 2 guides pour nous aider à planifier notre futur voyage en Irlande qui s'approche. Nous avons nos billets d'avion, nous avons nos 2 premières nuits, nos 2 premiers hébergements, nous avons plus ou moins nos étapes, notre itinéraire pour notre randonnée itinérante qui passera donc sur l'anneau de Kerry et sur la péninsule de Dingle. Donc on veut se faire 3 ou 4 jours ici, 3 ou 4 jours là. On va énormément marcher, on va s'en mettre plein les yeux, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Mais pour essayer d'avoir vraiment le kilométrage, les dénivelés, les endroits où il faut vraiment passer pour avoir l'itinéraire tout simplement, on s'est dit que avoir les 2 guides c'était quand même plutôt bien. Voilà, donc on a toutes les informations qui nous manquaient et évidemment on vous fera partager notre voyage, nos randonnées avec notre sac à dos. Pour 2 semaines il va falloir faire des sacs à dos qui seront pas trop lourds, je sais pas si je vais y arriver, ça va être un petit peu le premier défi de ce voyage. On vous fera vivre ça sur Instagram, sur Facebook, mais surtout sur Instagram, sur des publications je pense quotidiennement, tous les soirs je vous ferai un petit peu la publication de la journée, je vous raconterai un petit peu nos étapes et en stories un peu plus régulièrement, on vous montrera ce qu'on mange, ce qu'on voit, qui on rencontre, enfin bon, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, ça fait 4 ans que je suis pas allée en Irlande et ça me manque mais tellement. J'étais passée sur la péninsule de Dingle et d'ailleurs sur l'anneau de Kerry en 2014 quand j'ai fait un road trip en voiture avec 2 de mes amis. On avait loué une voiture à l'aéroport à Dublin et pendant 15 jours on avait fait le tour de l'île, mais c'était hyper rapide parce que en fait vous faites 3 à 4 heures de route dans la journée, voire un peu plus des fois, vous dormez une nuit dans la ville où vous arrivez et le lendemain vous repartez. J'ai plus envie de voyager de cette façon là, j'ai envie qu'on aille dans moins d'endroits différents. Là on se concentre sur 2 péninsules pendant 8-10 jours et après on fera un petit peu Galway et un peu Dublin parce que j'ai envie de faire visiter ces villes à Jason qui ne connaît pas du tout l'Irlande et moi comme vous le savez c'est mon pays de cœur, j'adore l'Irlande.
Irlande. Si un jour je dois déménager et je dois vivre à l'étranger, ça sera en Irlande, c'est sûr. Bref, je veux faire découvrir ces villes-là, je veux faire découvrir ce pays à Jason et j'espère qu'il aimera autant que moi. J'espère qu'il en tombera amoureux comme moi et j'espère que si un jour je déménage, bah il me suivra là-bas. Et donc ouais, maintenant j'ai envie de visiter les choses à pied, prendre le temps, faire 2 ou 3 jours dans une ville ou alors faire de la randonnée itinérante, avoir le sac à dos sur le dos d'un point à l'autre chaque jour, donc faire 20-25 km et profiter des magnifiques paysages. Alors effectivement 20-25 km par jour, en voiture vous les faites en une demi-heure quoi. À pied vous mettez, selon si c'est du dénivelé ou pas et selon si vous avez un sac à dos énorme, vous mettez 5-6 heures, mais ouais, vous faites des pauses, vous profitez, vous voyez tous les petits coins, recoins, vous montez à des endroits que vous pourriez pas voir si vous êtes vraiment en voiture. Enfin bon bref, moi j'aime voyager comme ça maintenant, j'ai envie de prendre le temps et si bah en 10 jours on voit que 2 péninsules, et ben ça me va très bien et je me dis ben ouais l'année prochaine et ben on fera peut-être une autre péninsule. Sur ce, j'arrête là. J'ai tout fait tomber. Je vous souhaite de très très belles futures lectures. Je vous dis à très bientôt pour ma vidéo qui vous présentera ma pile à lire pour The Irish Readathon. On va encore parler d'Irlande, vous en avez ras-le-bol. Mais promis, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets et certainement avec Jason qui reviendra. Je sais que vous aimez bien. Vous êtes même certains à dire que c'est une plus-value dans les vidéos, ce que j'ai très mal pris. Je dis ok. Bah en fait je vais lui laisser la chaîne, hein. Moi je vais plus faire de vidéos puisque ça intéresse personne. Bref, il reviendra, promis, vous inquiétez pas, il reviendra vous parler de lecture. Je vous souhaite une nouvelle fois de belles lectures, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé jusque là, salut!